veulent défricher des terrains inexplorés et les mettre en valeur. De retrouver cette humanité commune qui nous unit, que ce soit d'un continent à l'autre, que ce soit au centre-ville de Sherbrooke. Ce matin, je trouve que vous êtes motivés, vous êtes de bonne heure sur le piton, c'est vraiment le fun. En m'en venant à 6h20 très exactement dans la voiture, j'ai commis un acte criminel. J'ai parlé au téléphone pendant que je conduisais pour faire une entrevue avec Radio-Canada. Puis ils m'ont demandé comment j'avais, en fait, qu'est-ce que j'attendais de la conférence de ce matin, pourquoi j'avais choisi d'y participer. Et je leur ai dit, selon moi, ce que j'ai vu de Creative Mornings jusqu'à présent, ça laissait présager des gens qui avaient un niveau d'intensité, de motivation, un désir de communiquer qui était quand même grand. Et moi, je me sens comme ça aussi, donc je me suis dit qu'on allait sûrement bien s'entendre, c'est ça. Donc, je vous trouve très sympathique des gens en partant. Je voulais vous dire, avant même de commencer, que j'ai fait souvent des conférences au sujet de mon métier d'auteur-compositeur, de plus ma démarche en tant qu'artiste, plus concrètement. Mais là, on est dans un thème plus vaste un peu, peut-être même plus existentiel, plus philosophique. Donc, j'ai jamais fait ça, c'est vraiment en toute humilité et en toute honnêteté, j'ai laissé beaucoup de place à la spontanéité et à l'improvisation dans ce que je vais vous dire ce matin. Fait que n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez m'arrêter, on peut discuter pendant que je vous jase ça. C'est pas super structuré mon affaire. Quand Véronique m'a contactée pour savoir si ça m'intéressait de parler du thème de l'honnêteté, j'ai été interpellée immédiatement parce que je vais vous raconter un petit peu l'événement qui s'était passé la veille. J'ai un fils de 5 ans qui fait des cours d'arts martiaux et le cours a lieu le samedi matin à 9h30. Et donc, ce samedi matin-là, à 9h30, j'étais dans mon habit de jogging gris, vraiment pas en forme, avec mon look le plus cerné, vraiment épuisée. J'avais eu une grosse semaine et j'étais au cours pendant que les enfants font leurs affaires. Et je parlais avec mon ami, JF, qui est entrepreneur lui aussi, mais pas dans le domaine culturel. Puis, je me plaignais à lui parce que cette journée-là, j'avais des affaires à faire sur les réseaux sociaux. Il fallait que je poste des photos pour promouvoir je ne sais plus quoi que je promouvais cette journée-là. Et j'étais vraiment pas dans mon état où ça me tentait de me photographier en ayant l'air cool, puis en forme et rayonnante. J'avais juste envie d'aller me coucher. Puis lui, il m'a dit « Ouais, mais Carole, tu sais, dans le fond, il faut vraiment que tu vois ça comme les réseaux sociaux. Oui, je comprends, ça doit être dur des fois en tant qu'artiste. Lui, il n'a pas vraiment besoin de faire ça dans son travail. Mais il faut que tu vois ça comme les gens. Il y a certaines personnes qui doivent mettre une espèce d'uniforme ou pour aller travailler. Mais dis-toi, c'est un peu ça. Dans le fond, ton uniforme, c'est un uniforme de coolness que tu dois présenter au monde entier. C'est épuisant faire ça, on va se le dire. C'est une relation amour-haine, je dirais. Donc, suite à cette petite anecdote, on m'a demandé, genre, le lendemain, si je voulais parler du thème de l'honnêteté. J'ai trouvé que c'était pertinent d'en parler et ça m'a un peu forcé une réflexion aussi, parce que dans la rapidité de la vie, en 2018, souvent, on est dans l'action, on sait qu'il faut qu'on fasse telle affaire, mais on n'a souvent pas le temps d'avoir une réflexion sur justement des thèmes comme ça, comme l'honnêteté ou plusieurs autres thèmes. Alors, je trouve ça très intéressant, ça m'a parlé immédiatement. Donc, j'avais pensé commencer juste en faisant un mini résumé de mon parcours professionnel. Je dis professionnel, mais c'est pas tant professionnel qui est le terme le plus approprié. Pour moi, mon rapport à la musique, c'est plus un rapport passionnel. Je vois pas ça comme un travail, je vois ça comme ma vie au complet. Et j'ai la chance que cette passion-là puisse aussi être mon travail. Mais c'est pas comme... C'est vraiment quelque chose qui est inné, que je considère comme une vocation, que j'ai la chance de pouvoir
laisser s'épanouir. J'ai commencé il y a très longtemps, en fait ça fait pas mal 15 ans que je suis dans l'industrie de la musique. J'ai commencé comme choriste dans des groupes reggae africains, étrangement. Avec ces groupes-là, dans le temps où ça s'est produit, je réalisais pas en fait l'ampleur de ce que j'étais en train de vivre, mais quand je regarde mon parcours aujourd'hui, je me rends compte que d'avoir fait des tournées en Égypte, d'avoir fait des tournées aux îles Seychelles, d'avoir fait des tournées en Afrique du Sud avec des groupes de musique africaine et reggae en tant que fille blanche de Montréal, c'est quand même particulier comme cheminement d'avoir été comme acceptée dans ces réseaux-là à l'époque. Et je trouve ça spécial en fait. Pendant que ça se passait, je réalisais pas à quel point c'était spécial. Suite à ces années-là, j'ai eu mon groupe Douba Caracol, que vous avez peut-être connu, un groupe qui a eu un gros succès aussi au début des années 2000. On a fait le tour du monde en tournée. Ça a été une aventure à la fois extraordinaire et difficile. Le groupe n'a pas duré tellement longtemps. On s'est dissous après notre premier album officiel. Pourquoi? Parce qu'on a été honnête, on n'était pas bien dans le projet après tout ce qui était arrivé et on a poursuivi nos routes chacun de notre côté. Ça fait 10 ans que moi je fais carrière solo. J'ai sorti 3 albums et je m'apprête à sortir la semaine prochaine mon 4e album, 2 EP aussi. Ma carrière a toujours été bilingue, anglais-français. Ça aussi c'est quelque chose qui est peut-être confondant pour les gens, mais pour moi c'est quelque chose de très authentique parce que dans ma tête, dans mon cerveau, c'est très bilingue et ma musique, c'est le reflet de ça. Voilà, pour le petit parcours très bref professionnel. Donc, je voulais déjà un peu vous expliquer mon rapport à l'honnêteté. Je pense qu'il s'est manifesté très jeune. J'ai senti que, parce que bon, mes parents sont ici présents. Et ma mère vient de la Suisse, mon père vient de l'Uruguay, c'est des gens merveilleux. J'ai grandi dans une famille où on écoutait presque uniquement de la musique classique. J'ai étudié le violon pendant 12 ans quand j'étais jeune. La méthode, les tourneaux, très structurés, beaucoup de gammes, beaucoup d'arpèges. Je devais pratiquer à tous les jours. Il y a un côté de moi qui aimait, je pense, cette rigueur-là et un côté de moi qui était révolté par cette rigueur-là. Et ça, c'est juste pour mettre les bases un peu de mon éducation et de mon milieu familial quand j'étais petite. À l'adolescence, j'ai été une adolescente très révoltée, en fait. Et je suis partie de la maison à 17 ans. Alors que j'avais des très bonnes notes à l'école. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient que je fasse des études supérieures. J'aurais pu étudier à peu près dans n'importe quel domaine. Et j'ai plutôt choisi, après mon secondaire, de crisser mon camp, comme on pourrait dire, en Colombie-Britannique, avec 300 $ en poche, que j'avais plus ou moins soutiré à mes parents qui me l'avaient donné pour que j'aille au cégep à Montréal. Et j'ai drop out après 3 semaines. J'ai pris l'argent, j'ai pris le bus pour la Colombie-Britannique sans savoir où j'allais. Et c'est comme ça que ma vie d'adulte a commencé, si je peux dire. Pendant que tout ça se passait à l'époque, je ne me rendais pas compte vraiment de ce que je faisais. Je pense que j'étais une adolescente très impulsive, mais en même temps très intuitive. Et c'est sûr que d'avoir agi comme ça, moi j'ai un fils de 17 ans aujourd'hui et je le regarde et il ne ferait jamais ça. Il n'oserait jamais faire ça. Quand j'avais 17 ans et que je suis partie comme ça, j'avais aucune conscience, je pense, un mélange de courage et de folie que ça prenait pour faire ça. Je pense que ça a été, dans beaucoup de sphères de ma vie, une grande force et aussi un défaut d'avoir ce trait de personnalité-là, très fonceuse, peur de rien, on passe aux actes, on part à l'aventure et advienne que pourra. Mais en même temps, c'est ça, ça a toujours été des décisions très intuitives et c'est pour ça que je considère que des décisions comme ça qui ont eu des impacts sur le reste de ma vie, c'était à la base des grands gestes d'honnêteté, d'un peu choisir de créer mon propre parcours d'une façon très différente du reste de ma famille, d'une façon très différente aussi de beaucoup de jeunes de mon âge à cette époque-là. Donc c'est drôle parce que c'est vraiment avec le recul que je vois tout ça, puis que je trouve ça quand même un peu spécial.
Et je suis désolée d'être partie comme ça en passant. J'aimerais pas ça que mon enfant me fasse ça. Donc, mais c'est juste pour dire, quand je regarde ça, je trouve que c'était un grand geste d'honnêteté envers mon intuition, qui voulait me porter vers le chemin plus de la liberté, puis vers un chemin plus alternatif. Bon, après ça, j'ai fait du snowboard pendant 6 ans. J'ai pas étudié, je faisais pas vraiment de musique. Ma vie, c'était la neige, les glaciers, faire la fête, avoir du plaisir, être dehors entre amis. Puis, à un moment donné, à travers tout ça, après 6 ans de ça, je me suis vraiment demandé, bon, ben ça, on a eu du fun, mais ensuite, là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que la musique est entrée de façon plus sérieuse dans ma vie. Et que aussi, je pense que mon bagage, justement, d'une discipline de musique classique a pu me servir grandement. Un mélange, justement, de mon côté très libre, puis de mon côté performant, musicienne, plus classique, tout ça. En tout cas, ça a fait un drôle de mélange, mais c'est ça qui est ça. Voilà. Donc, il y avait, à chaque fois que j'ai... en fait, quand je pense au thème de l'honnêteté, puis quand j'ai préparé un petit peu la conférence de ce matin, il y a une citation qui m'est venue en tête et que je voulais partager avec vous. Peux-tu la mettre maintenant? Ah, elle est déjà là. C'est une citation qui est tirée du film Y tu mamá también. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Un film qui est sorti en 2001, un film mexicain de Alfonso Cuarón. C'est La vida es como la espuma, por eso hay que darse como el mar. C'est en espagnol. La vie est comme l'écume, c'est pour cela qu'il faut se donner comme la mer. Donc, c'est une citation qui m'a beaucoup inspirée quand j'ai vu le film. Le film m'avait touchée beaucoup. C'est l'histoire de 2 adolescents qui partent en road trip avec une femme beaucoup plus âgée qu'eux. Et il se passe toutes sortes d'affaires. C'est un très, très beau film. Et ces mots-là ont collé avec moi depuis à peu près 2001. Ça fait 15 ans. Je reviens souvent à ça. Je trouve que c'est une citation qui s'accorde bien avec le thème de l'honnêteté. Parce que quand on se donne de façon honnête, on récolte aussi les fruits de ce don de soi-là. Puis quand je parle de don de soi, c'est pas nécessairement juste le don de soi par rapport aux autres, mais dans tout ce qu'on fait, être passionné dans notre travail, dans nos amitiés, en amour et tout et tout. Donc j'y repense souvent et j'essaie souvent de... En fait, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu naturellement, d'être vraiment intense, là, puis de me donner beaucoup dans tout ce que je fais. Mais il m'arrive aussi d'être comme fatiguée, puis d'avoir le goût de mettre mes pantoufles, puis d'ouvrir Netflix. Et je le fais parfois, c'est bien de le faire, mais souvent je me rappelle de ces mots-là, et je voulais vous les partager ce matin. J'ai un petit peu aussi départagé, parce que je réfléchissais sur le thème de l'honnêteté. Pour moi, l'honnêteté, ça se divise un peu en 2 types d'honnêteté, je dirais. Puis moi, j'ai donné... c'est pas quelque chose que j'ai lu quelque part, là, j'ai inventé tout ça ce matin. Je conçois un peu la chose comme une honnêteté fondamentale, un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure, d'avoir le courage de suivre ses intuitions, d'avoir le courage de suivre les choses qu'on sent de façon plus profonde à l'intérieur de nous, sur qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans notre vie, qu'est-ce qu'on veut accomplir. Et une autre forme d'honnêteté qui est peut-être plus, j'ai appelé ça l'honnêteté du quotidien, c'est-à-dire si quelqu'un me téléphone pour savoir si j'ai le goût d'aller voir un concert ce soir, puis qu'en vrai, ça ne me tente pas pantoute, et que je vais répondre à la personne « Ah, j'ai déjà quelque chose », au lieu d'être vraiment sincère, puis de lui dire « Ça ne me tente pas pantoute d'aller voir un concert avec toi ». Bon, alors pour moi, c'est pas au même niveau, ces 2 types d'honnêteté-là, et comme je vous l'ai dit tantôt, même pendant mon adolescence, j'ai pas toujours été parfaitement honnête dans la zone honnêteté du quotidien, comme j'appelle, mais je pense avoir été toujours très honnête dans la zone de l'honnêteté fondamentale. Je vais peut-être avoir le temps de réfléchir à ça plus longtemps pour écrire un petit livre sur les différents types d'honnêteté. Mais pour moi, c'est sûr qu'idéalement, on est honnête à tous les points, fondamentalement et au quotidien. Mais ce que je trouve spécial quand je regarde un peu mon parcours, c'est que je me rends compte que dans mes erreurs de jeunesse,
qui furent sûrement nombreuses, mais qui ont toujours bien tourné. J'ai utilisé un peu, parfois, eu des manquements, on va dire, sur l'honnêteté du quotidien pour pouvoir accomplir mon honnêteté fondamentale. Comme par exemple, je vous l'ai dit tantôt, de partir dans l'Ouest canadien avec de l'argent qui avait été donné par mes parents pour que j'aille à l'école. Fondamentalement, c'est malhonnête de faire ça, mais ça m'a permis de réaliser certaines choses qui n'auraient peut-être pas pu arriver autrement. Donc, je prétends pas que c'était la bonne chose à faire. C'est un peu comme Robin des Bois. Robin des Bois était-il honnête ou malhonnête? Il y a toujours deux côtés à une médaille, donc je trouve intéressant de penser à ça des fois, puis toujours de tendre à s'améliorer, comme je peux vraiment vous garantir qu'aujourd'hui, je suis d'une honnêteté sans reproche, là, même au quotidien. Puis, j'ai pas toujours été comme ça, mais j'ai évolué. Et aujourd'hui, si je trouve 20 $ par terre, je veux absolument le redonner à quelqu'un, je peux pas le garder. Donc, c'est ça qui est un peu drôle. Je trouve que les deux types d'honnêteté sont en contraste. Et lequel est plus important? Je vous laisserai y réfléchir. Mais je trouvais ça drôle de partager ce concept-là avec vous. Maintenant, dans ma démarche artistique, au niveau de l'écriture, en tant qu'artiste, auteur-compositeur, je considère que j'ai toujours maintenu vraiment une honnêteté quasi parfaite, dans le sens que j'ai toujours... au travers des époques, et je suis une artiste qui a beaucoup changé de style et qui va certainement continuer à changer et à évoluer. J'ai toujours eu à cœur d'être vraie et de partager des choses que je ressentais réellement. C'est pour ça que quand j'écoute parfois les émissions comme La Voix ou Star Academy, qui sont des shows montés de toutes pièces à la télé, pour la télé, puis je connais des gens qui travaillent à monter ces émissions-là, puis à les concevoir, puis tout est prévu comme d'avance dès les auditions. Les candidats sont on sait déjà lesquels vont débarquer à quel moment, puis on met en valeur certaines de leurs tragédies pour faire mousser tout ça. Et j'ai rien contre ça, parce que bon, de l'entertainment, tout le monde, la société a besoin d'entertainment, ça a l'air, déjà chez les Romains, il y avait le cirque et tout ça. C'est un peu ça aujourd'hui, la télé-réalité. On voit les gens se planter live à la télé, puis on a une espèce de fascination morbide pour ça. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'a jamais intéressé. Puis je pense que je suis en marge de ça, et c'est bien correct qu'il y a des gens qui consomment ce genre d'émissions-là, mais il faut quand même savoir que c'est pas transparent, là, tout ce qui nous est diffusé sur les ondes et sur le web. Donc, au niveau de ma démarche artistique dans l'écriture, il y a toujours un point de départ qui est très instinctif, qui est très près de moi quand j'écris. Que ça soit au sujet d'une histoire personnelle, que ça soit au sujet de quelqu'un que je connais, ou qu'on soit aussi dans la fiction. Parce que, évidemment, l'art, la fonction de l'art, c'est, oui, représenter la réalité, mais c'est aussi représenter l'imaginaire, c'est aussi de nous sortir de ce qui est très concret et tangible et de nous faire aller plus loin. Et puis là, bien évidemment, à quelque part, on n'est pas toujours dans le vrai. On est dans l'imaginaire, mais pour moi, si le point de départ est authentique, même si on est dans la fiction, bien c'est honnête. Donc c'est ça que j'ai toujours tâché de maintenir dans ce que je fais, de partir de quelque chose, de partir d'une impulsion. Et je pense que une des façons que j'ai toujours utilisées pour m'assurer que ce que je fais reste proche de mes valeurs d'honnêteté fondamentale, c'est d'utiliser beaucoup la spontanéité, l'intuition, de toujours me rappeler de mes premières idées, d'essayer de ne pas m'éloigner trop loin de l'étincelle initiale, que ce soit dans une chanson ou dans un concept
visuel, vidéoclip ou quoi que ce soit, ou quand j'écris pour les autres aussi, parce que j'écris beaucoup de chansons pour d'autres artistes. Et ça, je trouve ça intéressant aussi d'intégrer le thème de l'honnêteté par rapport à de l'écriture qu'on met au service d'un autre interprète qui a besoin de quelqu'un pour lui donner des mots. Est-ce que je suis honnête quand je fais ça? Quand quelqu'un me raconte son histoire et que je l'écoute pendant 2 heures me raconter sa vie, puis qu'après ça, je dois écrire une chanson, mais c'est pas pour moi, c'est comme si je l'écrivais pour quelqu'un d'autre. On pourrait penser que je suis en train de raconter des balivernes ou de faire quelque chose peut-être même c'est un peu un autre gagne-pain pour moi. C'est comme si je me mettais... C'est comme si je faisais une pub, quelqu'un qui crée une publicité. Est-ce qu'il est vraiment honnête dans le message qu'il livre? Il se met au service de quelqu'un qui veut vendre quelque chose. Moi, personnellement, si vous me posez cette question-là, quand je fais ce travail-là pour d'autres artistes, je le fais vraiment avec le cœur. Puis j'aime ça le faire parce que, justement, on a des talents différents. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de voix que moi, mais qui n'ont pas les mots, qui n'ont pas cette créativité-là. Donc, je trouve qu'on fait un travail d'équipe quand on écrit ensemble. Et même si des fois, l'émotion qui est à la base de la chanson, elle n'est pas venue de moi, j'aime bien faire le caméléon puis me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre pour écrire quelque chose qui est vrai pour lui ou pour elle. Puis c'est vraiment spécial parce que le sentiment d'accomplissement que je ressens quand j'entends une chanson chantée par quelqu'un d'autre, une chanson que j'ai écrite, il est complètement différent parce que, justement, il y a l'ego qui ne se met pas dans l'équation. Et ça, c'est vraiment le fun pour moi parce qu'évidemment, quand je suis dans mon projet, en train de travailler sur mes chansons, mes albums, c'est quoi mon image, c'est quoi mon branding, veux pas, il y a mon ego qui rentre dans l'équation. Et, ouais, on a tous un ego. Les artistes, on en a des gros, probablement. Des fois, on a juste le goût de le ranger dans le garde-robe, cet ego-là, pour faire d'autres choses. Mais c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment, ce plaisir-là que je pouvais ressentir à travailler sans mon ego. Je dirais que ça fait à peu près 5 ans que ça a commencé. Et il y a plusieurs événements qui ont aidé à ce déclic-là autour de, ouais, c'est ça, il y a à peu près 4-5 ans. J'ai commencé à changer beaucoup ma manière d'aborder ma création. Je dirais que au départ, il y avait quelque chose de très, je ne vais pas dire égocentrique, mais de très... je faisais un travail très solitaire, j'écrivais toute seule, j'avais peur un peu, quand je débutais, là, on va dire, là, il y a 10-15 ans, il y avait un côté un peu, j'ai peur de partager mes idées, est-ce que quelqu'un va voler mes idées, je vais toujours être la première à faire les trucs à ma façon, puis ça, c'était comme une ombre au tableau. Dont je ne me rendais pas compte à l'époque, mais quand je regarde avec le recul, puis il y a à peu près, c'est ça, 4-5 ans, il a commencé à avoir plusieurs opportunités qui se sont présentées à moi, au cours desquelles j'avais vraiment pas le choix de me mettre à nu avec des gens que je connaissais pas pour vraiment travailler plutôt en collaboration que seule. Et pour moi, ça a été au début terrifiant. La première fois que ça m'est arrivé, j'ai eu une bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec pour aller écrire à Los Angeles. Et là-bas, j'avais des rencontres avec différents réalisateurs, des auteurs-compositeurs au sujet de collaboration potentielle, mais je n'avais jamais collaboré avec des gens que je ne connaissais pas de un, et je n'avais jamais collaboré avec des gens qui, selon ma perception, étaient beaucoup plus hautes que moi.
Puis j'ai été surprise de voir qu'il était intéressé à mes projets. Puis en tout cas, bref, j'avais travaillé là-bas avec un réalisateur qui a travaillé avec le groupe M83. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est quand même un groupe que moi j'admire beaucoup puis qui est énorme. Et je me disais, bon, c'est quand même spécial. Cette personne-là s'intéresse à ma musique. Cette personne-là, on est allé prendre un café ensemble. Cette personne-là a semblé me trouver cool. Et cette personne vient de m'appeler pour me dire que demain, il veut qu'on aille écrire une chanson ensemble en studio. Fait que, il m'appelle, puis j'étais complètement déstabilisée parce que j'avais jamais travaillé de cette façon-là, c'est-à-dire de se mettre en danger, de se mettre dans une pièce avec quelqu'un qu'on connaît pas pour créer quelque chose ensemble. J'avais jamais travaillé de cette façon-là. Moi, j'étais une personne qui travaillait beaucoup, justement, de mon côté, peaufiner des idées avant de les présenter à qui que ce soit, très peur d'improviser, d'arriver avec rien sur la table, puis de penser que quelque chose allait jaillir comme ça. J'avais jamais osé le faire. Et cette journée-là, ça a été un déclic parce que, bon, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai fait de l'anxiété, tout ça, je voulais plus y aller, je voulais me brûler en boule sous la table, annuler, appeler pour dire que j'étais malade, mais je suis quand même allée cette journée-là en studio avec Josh, qui est devenu un grand ami. Et je dirais que c'est à cet instant-là où je me suis dit, j'ai pas le choix, je peux pas dire non à une opportunité comme ça. Puis j'ai eu un talk avec moi-même, puis je me suis dit, ben demain je vais tout donner, puis advienne que pourra. Je savais vraiment pas si ça allait marcher, parce qu'il y a un côté de moi qui est très timide, il y a un côté de moi qui est introverti, même si ça paraît pas nécessairement, vu la carrière que j'ai choisie, mais à la base, j'ai un côté très introverti. Ça m'a pris des années avant d'être à l'aise sur une scène, ça m'a pris des années avant de faire jouer ma musique devant ma famille ou mon chum. Donc, bref, cette journée-là, en studio, il y a vraiment un truc qui s'est libéré dans ma tête parce que ça s'est passé de façon merveilleuse. On a écrit spontanément une chanson qui est super bonne, que je trouvais super bonne. On a vraiment connecté à un niveau très personnel rapidement. Puis j'ai découvert à travers cette expérience-là que la création en collectif, c'est vraiment un accélérateur d'amitié, un accélérateur de créativité, un accélérateur de toutes sortes de choses. Puis j'ai eu l'impression que mon cerveau créatif avait vraiment explosé à cette occasion-là. Puis après ça, il n'a pas arrêté d'avoir toutes sortes d'opportunités comme ça, comme par exemple la résidence d'écriture que j'ai faite avec Gilles Vigneault, des camps d'écriture dans lesquels on nous demande de nous mettre complètement à nu, puis d'avoir confiance que notre créativité va s'exprimer au moment désiré. Et puis, ça m'a vraiment débloqué. Donc, je trouvais ça vraiment le fun d'en parler ce matin, parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça m'a pris beaucoup de temps avant d'en arriver là. Je côtoie des jeunes début vingtaine qui sont déjà rendus là. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être un truc générationnel. En tout cas, je souhaite à tout le monde ici présent de se mettre au défi, de se mettre dans des situations un peu de danger, parfois face à leur créativité ou par rapport à d'autres choses, par rapport à se faire des nouvelles amitiés, rencontrer des nouvelles personnes. Je parlais de ça avec Véronique l'autre jour. J'ai lu un petit article à un moment donné qui parlait du fait qu'en vieillissant, on se crée presque plus de nouvelles amitiés ou de nouveaux réseaux de personnes. Ben ça, c'est terrible quand on y pense parce que le réseau ne fait que rétrécir en vieillissant. Puis je trouve que justement d'un peu forcer la note pour intégrer des nouvelles relations dans notre vie, des nouveaux défis, d'un peu se lancer dans le vide à cœur ouvert, c'est tellement bénéfique. Ça donne l'envie aussi après ça de transmettre, ça donne l'envie de parler, ça donne des idées, c'est stimulant. En tout cas, moi je trouve que même si des fois au début on n'a pas le goût, c'est dur de communiquer avec les gens, on a peur, on a des barrières, on est insécure, on a des doutes, on ne sait pas est-ce qu'ils vont m'aimer, est-ce que je suis assez bonne pour faire ça, est-ce que je suis à la hauteur. Mais sauf que si on reste chez soi à se poser toutes ces questions-là, il n'y a rien qui va surgir. Donc, je pense que un des points de départ, c'est vraiment de mettre la peur de côté,
puis mettre la peur de côté, la mise à nu. Pour moi, il n'y a rien de plus honnête que ça, même si ça demande un effort ou un investissement au départ pour se lancer. J'aurais souhaité que ça m'arrive bien avant. Là, ça serait peut-être intéressant qu'on parle de la fameuse image, là, justement, les réseaux sociaux et tout ça, le personnage public versus le personnage de la vie du quotidien. C'est sûr que si vous allez sur mon compte Instagram, c'est bien beau. Moi-même, des fois, je me dis, mon Dieu, il est beau mon compte Instagram, c'est malade, hein? Mais tu sais, quand je me lève le matin, c'est pas nécessairement ça que je vois. Est-ce que ça, c'est malhonnête? Ben moi, je ne crois pas. Je trouve que, surtout aujourd'hui, depuis que je fais de la musique, ça fait 15 ans, les choses ont changé énormément. Pas juste pour les artistes, mais pour tout le monde. On est dans une société qui dévoile, tout est toujours dévoilé au fur et à mesure. Quand j'ai commencé il y a 15 ans, c'était pas comme ça. On faisait un album, au début du cycle de l'album, on prenait 3 photos de presse, on se mettait cute cette journée-là, puis après ça, on pouvait rouler 2-3 ans avec les 2 mêmes photos de presse. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Notre travail, il fallait qu'on fasse de la musique, on faisait des spectacles, puis c'était pas mal ça. Aujourd'hui, les artistes, beaucoup d'entre nous, en tout cas une majorité, on est des entrepreneurs. On fonctionne comme avec une approche quasi de marketing. On doit songer à notre image, oui, parce que c'est sûr qu'on n'est pas obligé de jouer cette carte-là. Il y a des artistes qui ne veulent pas la jouer et ils sont chanceux s'ils n'ont pas besoin de le faire. Mais c'est très difficile en ce moment pour les artistes de réussir sans jouer cette carte-là, sans jouer le jeu des réseaux sociaux, sans jouer le jeu de justement Instagram, Facebook, parce que c'est devenu notre média principal. Parce que ça a beaucoup changé. Le journalisme aussi est un métier menacé. Donc c'est très différent, puis on est un petit peu en position de... C'est ça les règles du jeu. Soit tu joues avec ces règles-là ou tu joues pas pantoute. Puis ça vient vraiment avec ses avantages et ses inconvénients. Au niveau des avantages, c'est une façon d'exprimer notre créativité que je trouve passionnante. C'est super intéressant d'aller voir les réseaux sociaux des artistes et de voir qu'est-ce que ça a permis comme exploration artistique dans les nouveaux médias numériques, juste c'est très intéressant. L'art numérique, pour moi, c'est quelque chose qui est nouveau, puis qui est fascinant, que j'adore, qui mélange toutes sortes de médias, justement la musique, le visuel, le graphisme, le vidéo. C'est vraiment, ça donne des nouvelles possibilités très intéressantes. Ce qui est difficile avec ça, c'est comme une bête qu'il faut nourrir puis qui n'est jamais rassasiée. Donc, c'est pour ça, justement, tantôt, je vous racontais le feeling du samedi matin à 9h30 au cours d'arts martiaux en habit de jogging, puis que cette journée-là, il faut vraiment que je trouve quelque chose de vraiment trippant à mettre sur mon Instagram. J'ai aucune inspiration. On n'avait pas ce défi-là il y a 15 ans. Donc, c'est effectivement épuisant de le faire. Mais bon, c'est ça, ça fait partie de mon travail et moi je le fais de façon, c'est évident que je vais pas vous mettre ma photo de moi en habit de jogging au cours d'arts martiaux. C'est comme une entreprise qui veut vous vendre ou vous présenter son nouveau yogourt, ben, il va mettre une photo du yogourt qui a l'air bon. Le yogourt, il faut qu'il ait l'air bon. Ça, c'est normal. On fait tout ça, tout de même les gens qui ne sont pas des personnalités publiques vont... ça va de soi, là. C'est pas malhonnête de se présenter sous son meilleur jour. Même, je trouve que c'est très valide. Mais c'est effectivement une pression qui est quand même assez grande chez les artistes. Puis j'ai beaucoup d'amis dans le métier. Puis il y a beaucoup d'artistes qui ont mis le doigt dessus que cette espèce de pression de maintenir une image parfaite, c'est une source d'anxiété pour beaucoup.
Puis ça, c'est pas, je l'invente pas. Là. Il y a même des statistiques là-dessus. J'ai vu passer un article la semaine passée du UK sur le fait qu'être musicien en 2018 est un risque pour la santé mentale. Et c'est vrai que le métier est devenu... il y a des défis ça a changé. Même les artistes qui ont beaucoup de succès, moi je pense que je suis perçue comme une artiste qui a un succès indie, on va dire, là, tu sais, underground un peu, mais quand même, je gagne ma vie avec ça. Je fais beaucoup moins d'argent qu'il y a 10 ans. Mais j'ai des succès plus grands. Donc, tu sais, il y a aussi ça qui nous force à devenir beaucoup plus prolifiques, de livrer du contenu dans la rapidité. Donc, ça a changé notre méthode de travail. Il a fallu qu'on devienne plus efficace, plus rapide, plus beau, plus parfait, chanter mieux, mais on a moins de temps pour faire tout ça parce qu'on fait maintenant toutes les facettes de notre métier. Fait que c'est un peu un paradoxe. Moi, je suis une personne quand même optimiste, puis j'ai espoir qu'il y a des gens qui sont au travail aussi pour régler ces problèmes-là. Mais c'est ça, c'est un métier qui est rempli de paradoxes. Puis pourquoi je continue à le faire, c'est vraiment parce que j'ai le sentiment très profond que c'est une vocation, que c'est ce que je peux faire de plus utile sur la planète Terre en ce moment, c'est de partager de la musique pour faire vivre des émotions aux gens, pour aussi justement, de plus en plus, c'est quelque chose de nouveau, mais j'ai commencé à enseigner l'année passée au séminaire salésien, être coach en interprétation, je fais du mentorat aussi sur une plateforme en ligne, et ça c'est vraiment la résidence avec Gilles Vigneault qui m'a beaucoup inspiré l'envie de transmettre. Je pense que c'est quelque chose qui vient plus avec la maturité, mais justement de se rendre compte que au travers de toutes les années de musique que j'ai fait, j'ai accumulé un certain bagage qui peut être utile à d'autres. Puis ça, c'est un sentiment nouveau que je ne connaissais pas avant, mais qui est très intéressant et que j'accueille avec bonheur. Voilà. Puis ce que je voulais vous dire aussi, là, parce que là, depuis tantôt, je parle juste de l'image, mais au niveau de la perfection de ce qu'on lit comme contenu qu'on livre, ça vaut aussi pour la musique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais c'est que notre perception a beaucoup changé dans les 15 dernières années au niveau de ce que nos yeux voient et ce que nos oreilles entendent. Puis si vous allez écouter avec attention, par exemple, un album des Rolling Stones qui date des années 60, si vous portez attention à comment la voix sonnait, comment les instruments étaient joués, dans ce temps-là, c'était comme correct de fausser. C'était comme correct de jouer de la tambourine complètement à côté du beat. Parce que dans ce temps-là, on était habitué à ça, mais quand on l'écoute avec nos oreilles d'aujourd'hui, moi j'ai écouté Satisfaction l'autre jour, là, sérieux, la personne qui joue de la tambourine sur cette chanson-là, ça n'aurait jamais été accepté en studio aujourd'hui. Fait que, est-ce que c'est pour le meilleur ou pour le pire? Je pense pas qu'il y a de réponse à cette question-là. C'est juste que c'est un fait que on n'est plus au même endroit qu'il y a 50 ans, puis ça a une influence sur la manière dont on fait de l'art, ça a une influence sur la manière dont on fait de la musique. On a des outils aussi qui nous permettent de travailler différemment. Pour moi, c'est pas un différent talent, c'est juste le talent va être exprimé d'une autre façon, mais ces nouveaux outils-là, les gens pensent que ok, c'est facile de faire une bonne chanson maintenant parce que tu peux mettre autotune sur ta voix puis ça faussera pas. C'est pas vrai, ça marche pas comme ça. C'est juste que on a toutes sortes de nouveaux outils, mais ça prend quand même une idée à la base en arrière de tout ça, une idée valable, une idée authentique et réelle pour que ça soit bon en bout de ligne, pour que la musique qu'on fait fasse vivre une vraie émotion aux gens qui l'écoutent. Puis ça, on a beau mettre tous les moyens technologiques de notre côté,
si l'émotion à la base ou l'idée à la base derrière la chanson, elle n'est pas authentique ou présente, ben notre cerveau va pas réagir, on ne sera pas touché, simplement, on ne sera pas touché. Donc ça demeure, puis ça change avec les époques, mais il reste que une chanson ou un tableau ou un poème, que ce soit ancien ou contemporain, pour qu'on puisse juger de sa valeur, il faut qu'il nous fasse vivre quelque chose. Et c'est encore vrai, selon moi, aujourd'hui. Voilà.